Loin d'être un slogan, la diversification de l'économie est devenue une impérieuse nécessité, mais malheureusement, il paraît comme un chapelet de bonnes intentions. Nous en parlerons aujourd'hui avec un docteur en économie, Monsieur Franck Louabeya. Nous vous disons salut et bonne année 2025 à tous nos fidèles téléspectateurs. Comment allez-vous, Monsieur Franck Louabeya? Je veux très bien, madame. Qui êtes-vous? Je m'appelle Monsieur Louabeya Franck Kapiamba. J'ai commencé mes études universitaire à l'Institut de commerce, à l'Institut supérieur des commerces de Kisangani, où je fais la gestion financière. Ensuite, j'ai continué mes études à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, où j'ai obtenu un diplôme en économie mathématique. J'ai été retenu comme assistant à la faculté de sciences économiques de l'Université de Kinshasa, où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai obtenu une bourse qu'on appelle la bourse Fulbright du gouvernement américain pour faire mes études supérieures aux États-Unis. Et donc, j'ai obtenu le diplôme de master en économie de développement à Williams College dans le Massachusetts. Ensuite, j'ai commencé mes études doctorales à l'Université d'État de Kansas, où je faisais l'acroéconomie. Mais j'avais toujours l'intention, les ambitions de faire également les études de sciences économiques. C'est ainsi que j'ai trouvé qu'il y avait une opportunité de poursuivre un double diplôme de doctorat en économie générale et en agroéconomie à l'Université d'État de Michigan. Alors j'ai été donc admis, j'ai transféré et j'ai été admis à l'Université d'État de Michigan, où je fais les études de doctorat en économie, option économétrie, et en agroéconomie, option développement international. Avant de présenter ma thèse de doctorat, j'ai été recruté par les institutions des Nations Unies. J'ai accepté un contrat avec la FAO, et là j'ai travaillé pour un projet régional qui s'occupait de l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les zones frontalières du Rwanda, Burundi, Ouganda et la République démocratique du Congo. J'ai accepté un poste avec le Fonds international de développement agricole comme le représentant adjoint pour la République démocratique du Congo, où finalement je suis allé au fonctionnariat international. J'ai été recruté pour occuper un poste de chargé de programme du FIDA. Et quelque temps, j'ai été posté au Ghana, où j'ai été le représentant adjoint du Fonds international de développement agricole. Donc après 3 ans et demi, j'ai été posté en Afrique du Sud comme le chargé du programme du FIDA au niveau de la sous-région de l'Afrique australe, où je travaillais dans beaucoup de pays, l'Afrique du Sud, la Mozambique, le Malawi, le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie, et tous ces pays-là, Swaziland, Lesotho. En 2022, j'ai été élevé au poste de chargé des suivis et évaluations des opérations du FIDA pour l'ensemble de tous les pays où les FIDA interviennent dans les 5 continents. Juste récemment, en 2024, où j'ai finalement décidé de prendre une retraite anticipée pour pouvoir me mettre à la disposition de mon pays. Et donc actuellement, je suis dans la réserve de la nation. J'ai ensuite, pendant ce temps, finalisé notre thèse de doctorat en administration des affaires à l'université Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud. Qu'entendez-vous par diversifier l'économie? Avant de pouvoir aborder la question de la définition de ce que nous entendons par diversification économique, depuis longtemps, les économistes ont suivi la théorie classique qui était donc propagée par David Ricardo, où l'on pensait que le pays s'est développé par la spécialisation.
Mais après plusieurs années, avec le développement de techniques de traitement et d'analyse des données, on a finalement compris que le pays ne se développe pas par la spécialisation à un certain nombre de produits, à un certain nombre de secteurs, mais que le pays se développe par la diversification. Alors, c'est quoi la diversification? C'est une transition vers une structure de production et d'échange beaucoup plus diversifiée. Lorsque vous avez une structure de production d'un pays qui est variée, avec des productions dans plusieurs secteurs de l'économie, à ce moment-là, on parle de la diversification de la production. Si vous avez un pays qui n'est spécialisé, qui ne produit par exemple que du pétrole et du cuivre, qui s'est spécialisé qu'à ces produits, voilà. Même si ce sont des produits importants qui rapportent beaucoup de recettes en termes de recettes d'exportation, ce pays n'est pas un pays qui a une économie diversifiée. Un tel pays est exposé à des chocs extérieurs, à des vulnérabilités. Supposez que vous ne vendez que du cuivre et du pétrole. Lorsque les cours mondiaux du cuivre baissent ou les cours mondiaux du pétrole baissent, par exemple, vos recettes d'exportation vont s'effondrer. Vous ne saurez pas financer le budget, vous n'avez pas assez de ressources pour financer le plan national de développement. Tandis que si vous êtes un pays qui est diversifié dans plusieurs secteurs, le secteur agricole, vous produisez toute une gamme variée de produits. Le secteur manufacturier, vous produisez toute une gamme variée de produits dans plusieurs types d'industries. Dans le secteur des services également, vous produisez dans plusieurs types de secteurs d'industrie. Même s'il y a un choc extérieur qui affecte un secteur de production, vous continuez toujours à produire et à vendre à l'extérieur. À résister contre le choc. À résister contre les chocs. Et donc, la diversification est une voie par laquelle un pays peut mieux se développer, assurer la stabilité et la continuité de son processus de croissance. Malheureusement, dans beaucoup de pays, d'ailleurs les pays africains, nous allons en parler, les pays ne sont pas assez diversifiés et lorsqu'il y a un choc extérieur, les chocs extérieurs, ça peut être quoi? Ça peut être, comme nous le disions tout à l'heure, voilà, la baisse des cours mondiaux de matières premières. Ça peut être une épidémie, comme nous avons eu l'épidémie de Covid. Ça, c'est un choc systémique qui avait affecté pratiquement tous les pays. Ça peut être une sécheresse qui affecte un pays et vous n'êtes pas à mesure de récolter pour cette année-là. Alors, ce genre de choc qui affecte les économies constitue en fait de freins à la croissance économique, de freins au développement. Et donc, pour diversifier, pour résister à ces chocs, notamment, vous avez besoin de diversifier votre économie. Prenez le cas si vous êtes un ménage. Prenez un exemple, parce que oui, là, on continue presque avec le même terme, oui, mais on aimerait avoir des synonymes pour oui, une meilleure compréhension de tous nos fidèles téléspectateurs. Oui, oui. Prenez un ménage, dans un village par exemple. Vous trouvez que ce ménage a un champ où ils produisent à la fois le manioc, le maïs, les arachides. Ce ménage a également des troupeaux. Il faut également l'élevage. Ce ménage peut également avoir un petit commerce au coin que la maman est en train de faire. Le papa peut être fonctionnaire de l'État ou fonctionnaire ou un employé dans une entreprise. Donc vous voyez que les portefeuilles de richesse de ces ménages, il a un portefeuille beaucoup plus varié. Dans les sources du revenu. Les sources de revenus. C'est plus varié. Donc, lorsque, par exemple, le papa tombe malade, il n'est pas en mesure d'aller au travail, le revenu de ce ménage
peut être maintenu à son niveau ou il peut légèrement diminuer parce qu'il y a plusieurs sources. Ils peuvent compenser ça avec les recettes de vente de produits agricoles, des produits d'élevage, ou la maman qui va au marché, il y a toujours un revenu. Et donc, cette famille-là est capable d'amortir un choc qui peut affecter, n'est-ce pas, la famille. Ou l'une des sources. Ou l'une des sources. C'est la même chose, maintenant, prenez au niveau du pays. Le pays a un budget, le pays est en train de produire. Alors, lorsque le pays a diversifié sa production dans plusieurs secteurs, même si un secteur est affecté par un choc, l'économie de ce pays ne peut pas s'effondrer. La croissance économique peut continuer sans arrêt parce qu'il y a d'autres sources de production, il y a d'autres sources de revenus qui vont compenser et amortir les chocs que l'économie a subis. Donc vous avez compris là, la diversification de l'économie, c'est le fait de résister aux chocs, quelle que soit la nature du choc qui arrive, aux différents secteurs de production, aux différentes sources de revenus pour un État. Nous voulons comprendre c'est quoi, faites-nous un peu l'état de lieu de la diversification de l'économie en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Merci beaucoup madame, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs... Parce que vous avez sillonné un peu l'Afrique. Justement. Ne pas dire le monde. Oui, j'ai travaillé dans plus de 35 pays africains. Et puis, j'ai une expérience personnelle sur les questions de diversification des économies. Parce qu'on a travaillé sur ces questions avec le gouvernement, avec différents partenaires qui soutiennent les gouvernements dans beaucoup de pays. Et moi-même, la thèse de doctorat que j'ai présentée porte sur les questions de diversification des économies africaines. Alors, pour apprécier, mesurer la diversité d'une économie, il y a plusieurs indicateurs. Lesquels? Alors, l'indicateur le plus simple, c'est de regarder, par exemple, le panier d'exportation d'un pays. On peut voir, ces pays, ils exportent des biens et des services dans combien de secteurs. Alors, traditionnellement, les économistes avaient l'habitude de diviser l'économie en 3 secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Cette subdivision de l'économie est assez grossière. Maintenant, avec les techniques de récolte des données, on est capable de subdiviser l'économie en plusieurs secteurs. On peut aller jusqu'à 100, 500 secteurs de l'économie. Alors, lorsque vous regardez, par exemple, le basket d'exportation d'un pays, vous pouvez identifier les nombres de produits qui sont exportés. Heureusement, il existe aujourd'hui une nomenclature des biens qui est utilisé par tous les pays sur le plan dans le commerce international. Alors, je prends par exemple une étude récente que j'ai réalisée. Allez-y. Où nous avons subdivisé l'économie en 124 secteurs de biens et services. Alors, on a regardé, on a pris 160 pays au monde, dont 45 pays de l'Afrique subsaharienne. On a constaté que dans l'ensemble de tous les pays du monde, la région de l'Afrique subsaharienne est la moins diversifiée au monde. Et le premier pays africain, en termes de diversification... C'est quel pays? C'est quel pays? Il y a un certain nombre de pays. Il y a par exemple la Tanzanie, il y a l'Ouganda, il y a le Madagascar. C'est pas l'Afrique du Sud un peu? On ne sait pas. Bon, c'est pas tellement l'Afrique du Sud, mais on reviendra là-dessus. Et vous verrez que quand on change un peu, l'Afrique du Sud va remonter dans les classements. Alors, cette diversification-là, nous avons pris tout simplement les nombres de produits ou le nombre de secteurs dans lesquels le pays a un avantage comparatif. Par rapport aux autres pays. Par rapport aux autres pays. Maintenant,
lorsqu'on prend maintenant les niveaux de sophistication des produits qui sont exportés par chaque pays, les niveaux d'élaboration du produit, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous exportez seulement le maïs et le cuivre, et moi je suis en train d'exporter le téléphone cellulaire et les équipements médicaux. Nous exportons tous des produits. Est-ce que nous avons le même niveau de complexité économique? Nous n'avons pas le même niveau. Vous êtes en train d'exporter des produits primaires qui ne demandent pas de capacité technologique avancée pour leur production. Produire le maïs et produire le cuivre. Le cuivre, il suffit tout simplement de l'extraire du sol. Mais le maïs peut être transformé pour une valeur ajoutée après. Pour une valeur ajoutée après. Même si vous prenez la farine de maïs, est-ce qu'un pays qui le niveau produit, de technologie du progrès, un pays qui produit, qui extrait le cuivre pour l'exporter, qui produit le maïs sur un champ, transforme et exporte la farine, et un pays qui exporte, qui produit et exporte le téléphone cellulaire et les équipements médicaux, comme des microscopes. Ces deux pays, chacun produit deux produits différents. N'est-ce pas? Mais est-ce que ces pays sont au même niveau de développement? Non. Parce que le pays qui produit le téléphone cellulaire et les équipements médicaux, c'est de produits qui demandent un niveau de sophistication technique, progrès technique très élevé. Très élevé. Nous voulons ça demande une technologie très élevée et la valeur ajoutée. Voilà. La valeur ajoutée, la richesse. Situer l'Afrique oui. En termes de développement. Où est-ce que l'Afrique se situe c'est pourquoi, en général? Alors, sur les 160 pays dont je venais de parler, la plupart des pays africains se classent parmi les 40 derniers pays. Les 40 derniers pays? Oui. Au monde, sur les 160 pays qui sont classés, sur lesquels on avait des données, la plupart des pays africains, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne se classent parmi les 50 derniers en termes de classement. Si vous prenez également le Fonds monétaire international, produit chaque année un rapport sur la diversité économique, où tous les pays du monde sont également classifiés. Si vous prenez parmi les derniers 20 pays qui sont classés, il y a au moins 10 pays de l'Afrique subsaharienne. Et c'est pour vous dire que la diversification économique n'est pas très avancée dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Tandis que si vous prenez un pays comme la Chine, vous prenez un pays comme la Corée du Sud, vous prenez un pays comme Vietnam ou comme la Malaisie par exemple, c'est des pays qui produisent non seulement une gamme variée de produits dans plusieurs secteurs, mais ils produisent également des produits à grande valeur ajoutée, des pays qui ont une productivité beaucoup plus élevée, ce qui explique que ces pays, n'est-ce pas, réalisent un taux de croissance plus élevé et soutenu sur plusieurs années. Les pays qui produisent des produits qui ne sont pas les économies qui ne sont pas diversifiées comme les pays africains, c'est des pays qui ont difficile à réaliser un taux de croissance soutenu pour réaliser un miracle économique. Je vous rappelle que je vous dis que pour qu'un pays puisse réaliser ce qu'on appelle un miracle économique, la croissance économique miracle, durable dans le temps, il faut au moins un taux de croissance du PIB réel de 7% sur 3 décennies, sur 30 ans. Et si vous regardez les pays, la plupart des pays de l'Asie de l'Est, c'est des pays qui ont réalisé des taux de croissance de plus de 7% sur une période de 30 ans, consécutivement. Alors, vous me direz, mais aussi en RDC, on a aussi réalisé des taux de croissance de 8%, de 9%, oui.
la plupart des pays africains, dont la RDC, ils peuvent réaliser parfois des taux de croissance de 8%, même de 12%. L'Angola avait réalisé un taux de 12% dans les années 2000, mais c'est de croissance sporadique. 3 ans, 4 ans, vous réalisez un taux de croissance de 8, 9, même, voire même 10%, et après, vous retombez à 1%, à 2%. Avec une telle trajectoire de croissance économique, vous ne pouvez pas réaliser le miracle économique. Voilà. Le Congo se trouve dans quel niveau en termes de diversification de l'économie? Où se situe la République démocratique du Congo? Je prends l'indicateur de ce qu'on appelle la complexité économique. Parce que la complexité économique, c'est un indicateur qui inclut à la fois la diversité en termes de nombre de secteurs, mais aussi la sophistication, les niveaux de sophistication des produits que vous exportez. Technique, voilà. Que vous exportez. Alors, en 1995, ou 95 si vous voulez, parmi les 160 pays, la RDC était classée au 101e rang. Donc, il était... 30 ans, donc, là on fait 30 ans en arrière. En arrière. Voilà. Maintenant, en 2018, les données les plus récentes, en 2020, le Congo s'est trouvé au 142e place sur les 160 pays classés. 142e. 142e. Ça veut dire que le Congo a perdu 41 places au classement de pays selon leur niveau de complexité économique. Donc le Congo a reculé. C'est-à-dire que le Congo a reculé. Nous avons perdu la compétitivité, l'avantage comparatif qu'on avait dans beaucoup de secteurs, notamment les secteurs manufacturiers et certains secteurs de services. Notre production s'est concentrée, nous nous sommes beaucoup plus spécialisés dans un nombre très limité de secteurs, et notamment les secteurs miniers. Mais qu'est-ce qui fait que chaque année, chaque gouvernement qui arrive dans chaque mandat, il parle de la diversification de l'économie chaque fois. Mais qu'est-ce qui fait que la transformation réelle, effective, je le dis encore, de cette économie reste difficile? C'est quoi le problème? Il faut souligner ici que la transformation structurelle d'une économie constitue un moteur de croissance très puissant. Et il y a un consensus parmi les scientifiques, parmi les économistes, parmi les praticiens de développement, qu'un pays ne peut pas atteindre une croissance soutenue sans transformation structurelle de l'économie. Qu'est-ce que j'entends par transformation structurelle de l'économie? C'est un processus par lequel il y a une réallocation des ressources de secteurs à faible productivité vers les secteurs à productivité élevée. Alors, cette période, cette transformation, ça peut prendre combien de temps? Non, c'est un processus... Parce que c'est déjà structurel. On s'est dit c'est à long terme. Bon, notamment dans les pays en voie de développement, il y a des écarts importants de productivité entre les secteurs. Par exemple, si vous prenez le secteur agricole et le secteur industriel, la productivité du travail est beaucoup plus élevée dans l'industrie que dans le secteur agricole. Alors, le processus économique de la productivité est souvent élevé dans le secteur industriel que dans le secteur agricole. C'est ça dans la norme. Et ensuite dans le secteur des services, en général. Alors, la transformation structurelle s'opère comment? C'est que il y a une réallocation des ressources, il y a une migration des ressources de secteurs à faible productivité vers les secteurs à productivité élevée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on s'entend? On s'attend qu'au fur et à mesure que les pays se développent, on voit que la part de l'emploi dans les secteurs agricoles doit décliner. Parce que les gens qui travaillaient dans les secteurs agricoles, ils doivent maintenant migrer vers le secteur industriel où la productivité est élevée, où les salaires sont également élevés. Ça, c'est le processus naturel
de transformation et de développement d'une économie. Ensuite, au fur et à mesure que le pays se développe, c'est le secteur des services qui commence à prendre de l'ampleur. On voit qu'il y a une migration de l'emploi du secteur des services, du secteur industriel ou manufacturier vers le secteur des services. Qu'est-ce qu'on constate également dans les processus de transformation structurelle? C'est que la part de l'agriculture, du secteur agricole, dans le produit intérieur brut, va également décliner, en train de baisser, tandis que l'industrie manufacturière, la contribution de l'industrie manufacturière au produit intérieur brut va en augmentant. Et lorsque le pays a déjà atteint un niveau beaucoup plus élevé de développement, on constate que c'est plutôt la part du secteur de services qui commence à prendre de l'ampleur. Mais qu'est-ce qu'on constate maintenant en Afrique? On constate dans les pays en développement et aussi ici en RDC, c'est vraiment le phénomène inverse qui se produit. C'est qu'on voit que les gens quittent le secteur agricole où la productivité est élevée et ils viennent travailler dans le secteur de services informels, dans les milieux urbains, où la productivité est pratiquement très faible. Ce qui fait que, dans l'ensemble, quand vous faites la somme, la productivité globale de l'économie est en train de baisser et la croissance économique ne peut pas décoller. Mais diversifier l'économie congolaise, mais pourquoi on n'arrive pas réellement, concrètement, à les réaliser? Merci beaucoup. Est-ce que c'est un problème politique? Est-ce que c'est un problème de système économique? Ou encore c'est un problème de temps? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'absence de diversification économique et de transformation structurelle de l'économie, notamment de l'économie congolaise. Exact. Le premier facteur que je peux évoquer ici, c'est les choix politiques. Les choix des politiques économiques. C'est-à-dire que on n'a pas opéré des choix, des actions politiques, des interventions politiques qui peuvent favoriser la transformation économique structurelle de notre économie. Je prends les cas. Allez-y. Vous savez, depuis les années 80, les années 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup parlé dans notre pays des politiques de stabilisation macroéconomique. Et on a très peu parlé des politiques de développement économique. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup plus préoccupé de stabiliser les prix de biens et services sur le marché, de stabiliser les taux de change. Mais vous entendez très peu, qui est une donnée, parler de politique de développement de l'économie elle-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les politiques de stabilisation? Dans l'économie, il y a ce qu'on appelle la demande globale de l'économie et il y a l'offre globale de l'économie. L'offre globale de l'économie est constituée de quoi? De la production nationale et des importations que nous effectuons, c'est-à-dire des biens qui sont produits à l'étranger, mais que nous importons dans notre économie. Ça constitue l'offre globale de notre économie. Il y a aussi maintenant, de l'autre côté, il y a la demande globale de l'économie. La demande globale de l'économie, c'est ce que vous et moi, en tant que consommateurs de ménage, nous consommons. Nous faisons une demande. Et il y a les exportations, c'est-à-dire ce que les étrangers achètent chez nous. Nous vendons à l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle les dépenses du gouvernement. Le gouvernement en tant qu'entité. Il y a des dépenses publiques. Il y a des investissements. Des entreprises, des investissements des privés. Tout ça, ça constitue la demande globale. Alors, comme vous le savez, la loi de l'offre et de la demande, qu'est-ce qui se passe lorsque la demande est plus importante que l'offre sur un marché ordinaire?
Lorsque la demande est plus importante et l'offre, il n'y a pas assez de produits sur le marché, c'est le prix qui augmente, n'est-ce pas? C'est le prix qui augmente. Alors, au niveau de l'économie globale, lorsque la demande est plus importante que l'offre, ce qui se produit, c'est des pressions inflationnistes. Il y a l'inflation. Alors, le gouvernement avait privilégié pendant plusieurs années, plusieurs décennies, l'objectif de stabilisation de l'économie. En faisant quoi? En maintenant, en essayant d'équilibrer l'offre et la demande. Mais non, lorsque vous essayez de faire ça, et que votre production nationale est très faible, n'est-ce pas? Lorsque la production nationale est faible, et que vous voulez contrôler, vous voulez maintenir la demande au niveau de cette production pour équilibrer, c'est que la production, vous êtes en train de freiner en fait la croissance de la production. Donc ce n'est pas de la bonne politique. Ce n'est pas de la bonne politique. Donc tout ce qui s'est fait depuis, ce n'est pas de la bonne politique. Ce n'est pas de la bonne politique. Il faut changer de politique. Mais l'erreur était où? Demande-moi où était l'erreur. L'erreur était où? Oui, rapidement. Alors, politiquement, il y a ce qu'on appelait les politiques macroéconomiques étaient inspirées de la théorie générale de Keynes. Vous avez déjà entendu parler de Keynes, John Maynard Keynes. Alors, pour John Maynard Keynes, il fallait maintenir la demande globale de l'économie proche du plein emploi. C'est-à-dire qu'il y a des économies où les actifs productifs, l'économie fonctionne à un niveau proche du plein emploi. Donc, toutes les ressources qui sont dans l'économie sont presque utilisées à leur pleine capacité. Voilà. Vous voyez? Ce qui fait que vous ne pouvez plus augmenter sensiblement la production parce qu'il n'y a plus d'actifs, il n'y a plus de ressources disponibles dans l'économie. Et là, ce sont des économies des pays développés. Donc on a fait de la mauvaise politique économique. Oui. Maintenant, dans les économies sous-développées, dans les économies en sous-développement comme nos économies, ici, il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas utilisées. Comme la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. Par exemple. Alors, dans de telles économies où il y a beaucoup de ressources, nous avons la possibilité d'augmenter sensiblement la production nationale. OK? Donc, au lieu de chercher à supprimer l'augmentation de la demande globale, augmenter la production nationale. Il faut augmenter il faut avoir des moyens, des ressources. Hein? Il faut investir dans la capacité de production. Alors, avec les politiques de stabilisation macroéconomique, qu'est-ce qu'on a fait? On dit non, l'État ne doit pas augmenter les dépenses de la santé. L'État ne doit pas augmenter les dépenses de l'éducation. Mais en réalité, lorsque il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas assez de ressources. Lorsque la population n'est pas en bonne santé, lorsque vous n'avez pas un capital humain bien formé, comment est-ce que vous allez augmenter la production? Lorsque vous n'avez pas de compétences, lorsque vous n'avez pas le savoir-faire, lorsque vous n'avez pas de capacités productives, dans une nation qui est bien formée, des gens bien formés, des gens compétents, des gens en bonne santé, comment est-ce que vous allez augmenter la production? Comment est-ce que vous allez augmenter la productivité dans l'ensemble de l'économie? Alors, dans notre pays, le fait qu'il y a eu des politiques de stabilisation qui ont été imposées à nos gouvernements, par le bailleur de fonds que vous connaissez bien sûr. Par le bailleur de fonds, notamment, ces politiques-là qu'on a adoptées, qui étaient imposées par le bailleur de fonds, n'ont pas en fait permis au gouvernement d'investir dans les infrastructures de transport, de communication, les infrastructures énergétiques. Ils n'ont pas permis à l'État d'investir dans la formation du capital humain, la santé, l'éducation. Lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Les coûts de l'argent deviennent très élevés. Les gens ne peuvent pas emprunter. Les gens qui ont des projets de financement, qui ont des projets à financer,
ils trouvent que les crédits coûtent trop cher pour financer. C'est-à-dire que lorsque vous faites une politique monétaire restrictive en augmentant le taux directeur, par exemple, de la Banque centrale, qui est suivi par les banques commerciales pour faire du crédit, en fin de compte, vous découragez les investisseurs à pouvoir accéder au financement pour investir dans l'économie. Et quand vous n'investissez pas dans l'économie, eh bien, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'emploi. Donc, voilà comment les politiques de stabilisation macroéconomique ont maintenu les niveaux de demande globale à un niveau relativement trop bas, parce qu'ils voulaient que les niveaux restent en équilibre avec la production. C'est vrai, vous dites il faudra financer les secteurs de la santé, il faudra refinancer les secteurs de l'éducation, encore refinancer les secteurs agricoles. Mais avec quels moyens? Avec quelles ressources disponibles? Ce n'est pas tellement un problème de ressources. Parce que vous savez, tous les pays. Sinon, pourquoi on va chez le bailleur de fonds s'il y a assez de ressources? Pourquoi allons-nous chez le bailleur de fonds? Non, je voulais tout simplement vous dire que... Quinquennal. Tout simplement vous dire que tous les pays font face à un problème de ressources. Okay. Même les pays qui sont aujourd'hui développés, je parle par exemple le pays de l'Asie de l'Est, jusque récemment, dans les années 80, dans les années 90, ces pays faisaient face au problème de ressources. Tout comme, au même titre que les pays africains, au même titre que la RDC. Vous savez, la Chine, qui est aujourd'hui pratiquement la deuxième puissance économique mondiale, jusqu'au début des années 80, en 1979, donc en 79, il n'y avait rien en Chine. Le revenu par habitant de la Chine était de 180 $ par habitant. Mais aujourd'hui, la Chine se trouve à quel niveau? Le revenu par habitant, je crois qu'il est autour de 12 000 $ par habitant. Donc, il faisait aussi face au problème des ressources, comme la RDC. Mais il faut faire la politique de vos moyens. Il faut faire des politiques de ciblage compte tenu des ressources que vous avez. Nous voulons comprendre qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce programme de la première ministre, Madame Judith Suminwa, qui peut booster l'économie congolaise après l'avoir lu. D'abord, il faut dire que le programme du gouvernement qui a été présenté par Madame Judith Suminwa, la Première ministre, au gouvernement au mois de juin 2024, ce programme, en fait, est un programme pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État pour un Congo émergent. Et les chefs de l'État avaient annoncé... D'ici 2030, il faut compter. D'ici 2030. Voilà. Et les chefs de l'État avaient annoncé, avaient pris 6 engagements avec la nation congolaise. Et les 6 engagements, vous le savez, notamment, si vous me permettez que je le rappelle très rapidement. Voilà. C'était en fait de créer plus d'emplois et de réduire les sous-emplois, n'est-ce pas, des jeunes, des femmes, ainsi de suite. C'était de protéger et de renforcer les pouvoirs d'achat de ménages congolais. C'était de protéger, de bien protéger les citoyens congolais. C'était de construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, c'était d'accroître l'accès, n'est-ce pas, aux services sociaux de base, et c'était également d'améliorer, n'est-ce pas, l'efficacité des services publics. Et les programmes présentés par Mme Suminwa reprenaient en fait 6 axes qui en fait s'articulent autour des 6 engagements du chef de l'État. Ce programme, je dirais qu'il a 2 innovations majeures. C'est un programme différent de précédent pour vous. Par rapport au programme présenté par les gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs décennies passées,
je trouve qu'il y a deux innovations majeures dans ces programmes. Parlons-en. La première innovation, c'est que c'est un programme qui poursuit un double objectif de stabilisation du cadre macroéconomique et de transformation structurelle de l'économie congolaise. C'est la première fois que, explicitement, dans un programme du gouvernement, il y a une vision à long terme de transformer structurellement l'économie congolaise. Alors que les différents gouvernements qui se sont succédés depuis les années 90 privilégiaient plutôt l'objectif de stabilisation macroéconomique. Mais comme l'on s'est rendu compte, avec les politiques de stabilisation économique, on n'a pas créé une croissance économique inclusive. On n'a pas créé une croissance économique c'était juste durable. Un problème qu'on devrait résoudre à cette époque-là. À cette époque-là. Vous savez, l'économie, elle est dynamique. Hein? Oui, mais voilà. Elle n'est pas statique. Mais c'est un objectif de court terme. Voilà. C'est un objectif de court terme et ce n'est pas un objectif de long terme. L'objectif de long terme reste le développement du pays. Et comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, les outils de stabilisation, les outils de mise en œuvre de la politique de stabilisation macroéconomique, c'était en fait des outils qui avaient pour effet pervers de supprimer la croissance de la demande globale. C'était des politiques qui ne privilégiaient pas l'investissement dans la capacité de production du pays. La deuxième innovation de ces programmes, c'est que il y a deux erreurs. D'erreurs à l'intérieur de ce programme. Non, non, il y a ceci. Le gouvernement a tiré les leçons des erreurs passées. Il y a même des erreurs dans la pensée des économistes concernant le développement du pays. Il y a des erreurs... Vous êtes sûr? Oui. Il y a des erreurs... Vous êtes sûr il y a des erreurs... ce dont vous révélez, il y a des erreurs dans la pensée. Ce plateau, voilà. Il y a des erreurs dans la pensée même des économistes sur comment développer le pays. Un des exemples, c'est que dans les années 90, on parlait du consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'était un consensus qui était en fait mis en avant par les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Voilà, pour se développer, voilà quelle politique il faut mettre en œuvre, quelle politique il faut mettre en œuvre. 10 ans après, en 2005, la Banque mondiale elle-même a publié un livre présentant le mea culpa pour les mauvaises politiques qu'ils ont appliquées dans les pays en développement. Elles ont reconnu les erreurs. Ils ont reconnu les erreurs. Est-ce qu'elles ont corrigé? Parce que c'est la même conditionnalité des crédits. Ils ont tiré les leçons de ces erreurs et ils ont ajusté des tirs. De la même façon. Tard. De la même façon. Il faut le dire, c'est déjà tard. Ce n'est pas tard. Les pays ont consommé ces erreurs. Oui. On subit. On a subi. Voilà. Donc c'est un exemple pour vous dire qu'il y a même des erreurs dans la pensée des économistes sur la manière dont le pays peut se développer. Citez-nous concrètement ces erreurs dans la pensée économique du développement du Congo qui ont été faits. Brièvement. Brièvement. La première. La première, je vous ai parlé des politiques de stabilisation. La seconde. Macroéconomique. Voilà. N'est-ce pas, qui ont supprimé la demande globale au dépens des investissements dans l'augmentation de la capacité de production du pays. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, les gens vous disent, ok, ça ce sont des mesures structurelles, ça ce sont des mesures conjoncturelles. Les mesures structurelles, il faut investir dans la capacité du pays, la capacité de production. Mais si on avait commencé déjà à investir dans les années 80, dans les années 90, si on avait privilégié l'investissement dans la capacité de production, on n'aurait pas de problèmes que nous avons aujourd'hui, où on a un excès de la demande globale de l'économie, mais il n'y a pas la production. C'est ce qu'il faut faire concrètement. Ça, c'est déjà une erreur de n'avoir pas privilégié la production. Deuxième erreur, on nous a dit que l'État n'est pas l'État, les gouvernements n'est pas important, le gouvernement n'a pas un rôle à jouer dans le développement du pays, il faut libéraliser.
Il faut privatiser les entreprises. Il faut libéraliser l'économie, ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte que l'État a un rôle très important à jouer dans le développement de l'économie. On a imposé les politiques d'ajustement structurel. Son rôle au dernier ressort, comme on l'a dit, c'est vrai, à tout moment, l'État n'intervient pas, mais en dernier lieu, l'État intervient. Oui, on a compris que l'État a un rôle important, par exemple, dans la fourniture des biens publics. Les biens publics, c'est quoi? C'est par exemple les routes, ok? C'est l'énergie, c'est l'État qui doit fournir certains biens publics. La communication, ainsi des infrastructures de communication. Ces infrastructures sont importantes pour réduire les coûts de production, pour augmenter, n'est-ce pas, le rendement des investissements qui sont faits par les privés. Lorsqu'il n'y a pas de route, vous, en tant que privé, vous pouvez faire des investissements quelque part, mais si vous ne pouvez pas bien acheminer votre production sur le marché, dans les centres de consommation, c'est un gâchis. C'est un gâchis, vous ne pouvez pas faire de bénéfices. Voilà. Donc, l'État on a négligé le rôle de l'État dans la fourniture des biens publics. On a pensé qu'il faut libéraliser, l'État doit réduire son intervention dans l'économie. C'était une erreur. On a compris que les économies qui se sont développées aujourd'hui, même en Asie de l'Est, c'est grâce, le rôle de l'État a été un rôle important. L'autre rôle, c'est... L'autre erreur, voilà. L'autre erreur, c'est le manque d'investissement dans l'industrialisation. Aujourd'hui, en Afrique, on est en train de parler de ce qu'on appelle la déindustrialisation. C'est-à-dire que on a constaté que la part de l'industrie dans le produit intérieur brut, dans beaucoup de pays africains, a beaucoup baissé, s'est réduit sensiblement. Et pourtant, un pays ne peut pas se développer de façon durable s'il n'y a pas un développement, un essor de son industrie. Regardez, depuis qu'il y a eu des pillages qu'il y a eu dans notre pays, on a détruit les tissus industriels, on a difficile à relancer. Voilà. De la première reste, la stabilité de l'aspect macroéconomique. Les politiques de stabilisation. Voilà. La libéraliser le système économique. La libéralisation, la privatisation et la négligence du rôle de l'État dans la fourniture de biens publics et dans la fourniture, n'est-ce pas, de services sociaux de base, tels que l'éducation et la santé. Et par conséquent, on a aujourd'hui une population qui n'est pas très productive. La connectivité de la République démocratique du Congo, la construction des infrastructures de qualité, mais aussi l'industrialisation de différents secteurs de la République démocratique du Congo, pas seulement le secteur de mines, où nous avons de potentialités élevées, mais surtout sur nous, il faut voir au-delà de toutes ces potentialités, mais là il ajoute aussi, il faut voir comment est-ce qu'on essaie de protéger nos différentes entreprises. Il ne faudra pas protéger les entreprises qui sont déjà en faillite, il faut protéger les entreprises qui restent compétitives sur le marché, pas seulement national, mais aussi sur le marché international. Mais moi, j'ajouterai à cela la volonté politique et la volonté des acteurs politiques, l'amour du pays, afin que nous atteignions d'ici 2030, n'est-ce pas, que nous arrivons à diversifier l'économie congolaise. Nous vous disons merci à vous tous, nous allons nous revoir au prochain numéro. Au revoir et à très bientôt.